Je suis quand même à merci là ce matin pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Katia Kemal, je suis docteur en histoire, donc je vais essayer de vous retracer avec vous dans les grands traits l'histoire de la question harki en Algérie et en France, parce que c'était ma mission d'aujourd'hui. Je remercie l'association de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Je vais commencer avec vous par citer une femme extraordinaire que vous connaissez tous, Simone Veil. Vous m'entendez bien au niveau du micro? Parce que moi ça me résonne dans les oreilles, c'est forcément désagréable. Vous me dites si c'est trop fort. J'ai tendance à parler fort en classe, donc n'hésitez pas à me dire si c'est désagréable. Donc je vais vous lire un extrait de Simone Veil, qui écrivait dans ses écrits historiques et politiques en 1938 déjà. Je n'oublierai jamais le moment où pour la première fois j'ai senti et j'ai compris la tragédie de la colonisation. Depuis ce jour, je ne peux pas rencontrer un Indo-Chinois, un Algérien, un Marocain, sans avoir envie de lui demander pardon. Pardon pour toutes les douleurs, toutes les humiliations qu'on lui a fait subir et qu'on a fait subir à son peuple. Car leur oppresseur, c'est l'État français. Il le faut au nom de tous les Français. Donc aujourd'hui, pour ma part, je leur demande pardon. Alors on peut se demander si c'est le même raisonnement qu'avait Simone Veil, qu'a eu le président de la République, Emmanuel Macron, le 20 septembre 2021, pour demander pardon aux harkis. Parce qu'au lendemain du rapport Stora et à l'heure du soixantenaire de l'indépendance algérienne, l'histoire de ces populations que l'on nomme aujourd'hui abusivement, vous le savez, c'est un raccourci historique, celle qu'on appelle harkis, leurs conditions sinistres de leur départ en Algérie, les espaces de relégation, on en a parlé ce matin, je crois, brillamment, où une minorité d'entre eux fut recasée en France, renvoie à notre histoire coloniale et a amené en fait l'État français à procéder à son examen de conscience, qui était plus que nécessaire. Le sort de ces hommes et de ces femmes qu'on appelle aujourd'hui harkis, en fait, a été scellé il y a 61 ans, au moment des accords d'Évian, lorsque les représentants de l'État français, du gouvernement président de la République algérienne, signent le 18 mars ces fameux accords d'Évian. Mais l'ordre du cessez-le-feu du 19 mars, du lendemain, est finalement resté lettre morte en Algérie, parce que dans l'immédiat après-guerre, on atteint en Algérie le paroxysme de la violence. Ce succès de meurtres, enlèvements, attentats, destruction de biens, enlèvement de civils, etc. Et parmi les victimes de ces violences extrêmes post-guerre d'Algérie, de cette sortie de guerre ultra-violente dont je vous parlais tout à l'heure, il y a les harkis. C'est les premières victimes en fait de cette sortie de guerre. Donc il y a l'historien Guy Pervier qui parlait pour cette période-là, qui va du cessez-le-feu jusqu'à l'instauration à l'automne 1962 de l'État algérien, du gouvernement algérien officiel, parce qu'il y a eu, vous le savez aussi, c'est ça qui a participé à accentuer la période de violence en Algérie en 1962, mais il y a eu une lutte fratricide au sein du FLN, de l'ALN et contre le gouvernement provisoire algérien pour prendre le pouvoir. Donc il y avait une guerre civile en Algérie pendant cette période-là qui a accentué, qui explique aussi cette violence. L'historien Guy Pervier parlait de ces lendemains qui déchantent en Algérie. Et les victimes, donc les harkis de ces violences, bon, vous le savez, malheureusement, ils ont été victimes de massacres, etc. Finalement, ces massacres et ces violences les ont poussés à regagner les terres françaises qu'ils ne connaissaient pas, à fuir vers un pays qu'ils ne connaissaient pas. Donc, je pense que c'est important de commencer aujourd'hui, quand j'évoque l'histoire des harkis, je le fais toujours, pour dire que les premiers harkis, en quelque sorte, ceux qui étaient en Algérie, ne sont pas les harkis d'aujourd'hui en France, c'est pas vous. D'accord, c'est une histoire différente, c'est les origines en fait de cette question-là, mais il est important de revenir sur qui étaient les harkis pendant la guerre d'Algérie, les origines de cette question-là. Je vais le faire succinctement, puis après on pourra en échanger là-dessus. Mais voilà, on va voir ensemble que c'est deux choses différentes en fait, les harkis en Algérie et l'identité harki en France. Donc je vais évoquer les origines de cette question harki avec vous, les moments forts de leur histoire, l'exil et la constitution, après la construction de la mémoire des harkis, des mémoires harkis en l'occurrence, parce qu'elle est loin d'être homogène. Elle a été portée par ce qu'on appelle la seconde génération, essentielle, génitrice de l'identité harki en France, c'est eux qui ont porté cette identité en France, ce sont les enfants. Et
on verra les grands traits de cette mémoire qui est à l'actualité, hein, comme je le disais, parce qu'elle a été reconnue enfin par l'État français via la voix du président, la première institution de France, depuis 2021. Donc l'histoire des harkis, comme je vous disais, elle prend racine en Algérie, voire même avant, hein, parce que le terme harki, aujourd'hui c'est un raccourci historique, mais il existait déjà au XIXe siècle. Dans l'Empire ottoman, on utilisait le terme d'harki pour parler des auxiliaires, des supplétifs, et au Maroc aussi, dès le XIXe siècle. On entendait parler des harkis. Harki, en fait, ça vient d'un mot arabe, harka, mouvement, ça prend racine là, parce qu'il s'agissait pendant la guerre d'Algérie, si je reviens à notre histoire qui nous intéresse aujourd'hui, aux unités supplétives auxiliaires qui étaient en mouvement sur le terrain, en support de l'armée française, en soutien. Mais en fait, comme je le disais, c'est un raccourci historique qui renvoie à plein de réalités différentes. Il y avait pas mal d'unités supplétives, hein. Il y avait les goumiers, des groupes mobiles de sécurité, vous savez, les mahasni, les SAS, les HSS, les gardiens, les groupes d'autodéfense. On avait aussi, alors, que les unités, pour vous rendre compte un peu la masse des gens que ça concerne, et qu'en France, finalement, c'est une infime minorité de ça, que les unités supplétives. Hein. En 1961, on est, d'après les rapports étatiques que j'ai pu consulter, environ, je vais généraliser par souci pédagogique, hein, mais environ 200 000 personnes. 200 000 Algériens armés par la France, dans les unités supplétives, auxiliaires, les harkas. Donc il y avait les harkis à proprement parler, eux c'est le plus redondant, soit ça a donné ce terme générique, parce que sur les 200 000 à peu près, il y en avait plus de 60 000 qui étaient harkis à proprement parler, membres des unités en mouvement, les harkas. Mais après, à cela, qui étaient compromis aux yeux des vainqueurs aussi, après le cessez-le-feu. Nous avions les engagés, les conscrits, nous avions aussi une masse non négligeable de civils non démissionnaires, donc des petits fonctionnaires, parce que c'était l'étiquette coloniale de l'époque, on les appelait les Français musulmans, ou les Français de souche nord-africaine, mais pas mal de civils qui, pour des raisons qu'on peut comprendre, humaines, hein, de confort, ou comme beaucoup d'Algériens à l'époque d'incertitude, n'ont pas démissionné. Donc on avait les gardes champêtres, toute une masse de civils qui travaillaient au service de l'administration française, qui était l'administration coloniale. Et puis on a une poignée aussi d'élus, de notables dits musulmans. Le plus connu qu'il y a en France, c'est Bachaga Boralem. Mais bon, il y en a eu d'autres, mais très peu. Hein. Ces auxiliaires, en fait, ils avaient des services très différents. Là aussi, on pense aux unités combattantes. Alors, il y en avait. La plupart étaient en Algérie. Il y avait une unité en France d'harkis, de supplétifs, l'harki de Papon, qui était à l'époque le préfet de police de Paris. Mais c'est très peu la majorité, hein, les centaines de milliers étaient employés en Algérie. Donc certains étaient membres des unités combattantes, comme les commandants de chasse. Ils étaient utilisés pour des fonctions de patrouille, de surveillance, d'éclaireurs, d'interprètes, grâce à leur maîtrise, par leur maîtrise de la langue berbère ou arabe. Mais il faut garder aussi à l'esprit que la plupart occupaient des fonctions de type terrassier, maçon, carreleur, dans les sas en fait. Hein. Donc ils n'étaient pas forcément dans des militaires, certains, hein, mais pas tous. Socialement, il s'agissait essentiellement de ruraux, analphabètes, c'était une population très pauvre, encore plus appauvrie par la colonisation en fait. Hein. Ça renvoie à cette réalité sociologique de l'Algérie coloniale, ça renvoie aux motivations en fait, hein, de ces hommes et de ces femmes en Algérie. Elles étaient peu nombreuses. Les raisons, elles sont beaucoup économiques. La solde, vitale pour une population très pauvre, encore plus appauvrie par la guerre, donc des raisons économiques, des raisons planiques, l'engagement comme la conséquence inéluctable d'engagement d'une famille, d'un clan, d'un village. Ça renvoie au système socio-culturel de l'Algérie de l'époque. Beaucoup de réactions de vengeance aussi. Un membre de la famille rentre dans une arca parce qu'un membre de la famille a été assassiné par la LN. Beaucoup de désir de protection aussi, de dévouement envers la France, parce que la France est quand même l'ordre établi. Ça fait plus de 100 ans que l'Algérie est française, donc la France représente la puissance, l'ordre établi. Donc c'est pas évident pour des êtres humains de bouleverser l'ordre établi depuis des générations. Donc les raisons d'engagement, parce qu'on pose souvent la question de ces Algériens, c'est surtout franchement lié aux circonstances finalement historiques et logiques socioculturelles de clans, de familles.
Mais je pense, et ça je le dis systématiquement, que c'est très important de retourner le questionnement initial, à savoir la question d'engagement de ces hommes et ces femmes. C'est que si ces Algériens se sont retrouvés engagés aux côtés de la France, vraiment ça c'est très très important. C'est d'abord parce que la France les a recrutés. C'est la responsabilité de l'État français. Parce que des crédits, à l'époque, ont été débloqués pour les rémunérer. Parce qu'on les a entraînés, parce que des dizaines de milliers d'armes, à l'époque, qu'on a su leur enlever au bon moment, après, quand on n'avait plus besoin d'eux, leur ont été fournis par les militaires français. Donc là, ça a été vraiment une stratégie pensée par l'État français. Bon, pour plusieurs raisons. On voulait éviter le ralliement massif des Algériens dans les rangs de l'ALN. Il y avait une connaissance très précieuse à l'époque du terrain, par ces hommes, en soutien pour les militaires français. Et on voulait aussi, au fur et à mesure que la guerre avançait, limiter le nombre des pertes humaines chez les appelés, surtout à un moment où la guerre devenait de plus en plus impopulaire en France. Voilà, toutes ces raisons qui expliquent qu'on a, du coup, recruté ces centaines de milliers d'hommes, quand même. Et pourtant, l'État français, alors en février 62, au lendemain d'une conférence secrète, la conférence des Rousses, juste avant Évian, l'État français va, via la voix du ministre des Armées, ce qui est logique, Pierre Messmer, va informer à ce qu'on a appelé à l'époque les Français musulmans en service, des trois options qui leur sont proposées. Parce que la France allait se désengager en Algérie, on le savait. Donc ils devaient choisir entre trois options. La démobilisation avec un modeste pécule, l'engagement dans la force locale, la force locale ne verra jamais le jour. Et un poste, un nouveau centre d'aide administrative, pareil, ces centres d'aide administrative, dans le chaos qu'a été la sortie de guerre d'Algérie, la lutte pour le pouvoir en Algérie, bon, ça ne verra jamais le jour. Donc du coup, la majorité de ces anciens harkis regagnent leur douar avec un modeste pécule. Certains espèrent d'ailleurs racheter des cotisations auprès d'anciens pour s'acheter une sécurité, en fait. Bon, en vain. Ils retournent chez eux, pour plusieurs raisons là aussi. Donc il y a les pressions du gouvernement français qui veut croire en l'application des accords d'Évian de façon très hypocrite. La propagande de certains dirigeants FLN qui prêchent le pardon fraternel et l'oubli. Et surtout, ça reste des êtres humains, l'influence des familles, des amis, des amours, enfin l'envie de retourner auprès des siens et de retourner à une vie normale, quoi, en fait. Et pourtant, au printemps 62, malgré l'accord d'amnistie officiel qui avait été arrêté au moment des accords d'Évian entre les représentants du GPRA et les représentants du gouvernement français, malgré cet accord d'amnistie qui était assorti d'aucune sanction. Donc c'était vain, on savait d'avance que ça n'allait pas être respecté. Ces accords d'Évian paraissent très rapidement illusoires, et les faiblesses de l'exécutif provisoire algérien dont je vous parlais pour les raisons que j'ai évoquées de guerre civile pour le pouvoir en Algérie, les pratiques douteuses donc des commandos de l'ALN qui cherchent à s'imposer dans certaines wilayas, et aussi, il ne faut pas l'oublier, l'action ultra-violente menée par l'OAS, qui fait du mal, l'organisation de l'armée secrète. Ça entraîne une violence extrême que j'évoquais dès l'introduction, parce que ça va sceller le sort de ces harkis. Je généralise aussi pour évoquer les harkis. Et du coup, les violences vont se déchaîner. Alors, elles seront d'abord discrètes au printemps, et puis après, c'est des massacres à partir du 1er juillet. Je vais vous passer les détails glauques, parce qu'on les a tous en tête, mais voilà, des hommes et des femmes, et des enfants et des bébés, émasculés, ébouillantés, entaillés, torturés, et sur les places de village, pour marquer les esprits, pour que ce soit public, pour que ces massacres soient vus aux yeux de tous. À l'heure actuelle, les historiens, donc moi en tant qu'historien, je n'avancerai pas à donner un chiffre parce que le nombre des victimes de ces représailles que j'évoquais, le nombre est totalement inconnu à l'heure actuelle. Il y a des estimations, les estimations portées par les associations. Moi, en tant qu'historien, je vais vous donner les estimations des historiens. On est sur environ 90 000 morts. Bon, en fait, je pense vraiment que la réalité nous échappe totalement. Faute d'enquête à l'époque dans tous les villages et dans tous les harkas. Et je pense qu'on est sur des chiffres minimums. En tout cas, ce qui est sûr, et là on a des données chiffrées précises, entre juin 1962 et la fin de l'année 1963, il y a près de 90 000 personnes qui ont réussi à fuir en France.
Alors si ces 90 000 personnes ont réussi à être sauvées en France,